Bonjour à tous. François Hollande devant le Congrès. Il souhaite une révision de la Constitution pour agir contre le terrorisme. Il annonce travailler à une grande coordination avec les États-Unis et la Russie. L'état d'urgence pourrait être étendu à 3 mois dans le pays après les attentats de Paris. La Côte d'Ivoire perd chaque année 200 000 hectares de son couvert forestier. Les experts réunis pour les États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau vont élaborer un plan de développement. Il va couvrir les 30 prochaines années. Et une dizaine de fumoirs et d'endroits à risque détruits dans la commune de Cocody. C'est dans le quartier de Washington que d'importantes quantités de drogue ont été saisies. Plusieurs dealers interpellés. Bienvenue dans le journal. Merci de nous suivre sur RTI 1. Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé à Paris ce matin. Accueilli à l'Élysée par François Hollande, il a témoigné du soutien des États-Unis à la France après les attentats meurtriers du 13 novembre et aussi de la riposte de la coalition internationale. On l'écoute. Nous avons parlé d'étapes significatives que nous pensons devoir entreprendre ensemble dans différents domaines. Nous avons renforcé nos efforts pour être plus efficaces encore contre l'organisation État islamique. Nous nous sommes mis d'accord pour échanger plus d'informations et je suis sûr que dans les jours qui viennent, Daesh va se sentir encore plus affaibli. Ils le ressentent aujourd'hui et ils l'ont ressenti hier. Ils se sentiront plus faibles encore demain. Il y a une vraie stratégie en place et je suis confiant qu'étape après étape, nous allons venir à bout de Daesh. Troisième jour de deuil national en France aujourd'hui. François Hollande devant le Congrès pour la première fois de son mandat. Il a souhaité hier lundi une révision de la Constitution pour agir contre le terrorisme. L'état d'urgence pourrait être étendu à 3 mois dans le pays. Thomas Guessambi. Contre ce qu'il qualifie de terrorisme de guerre qui a ensanglanté Paris, François Hollande promet de détruire le groupe État islamique. Devant les parlementaires exceptionnellement réunis en congrès à Versailles, le président Hollande, dans une allocution au ton martial, a affiché sa détermination à détruire l'État islamique. Le terrorisme, nous le combattons en Irak pour permettre aux autorités de ce pays de restaurer leur souveraineté sur l'ensemble du territoire. Et en Syrie, nous cherchons résolument, inlassablement, une solution politique dans laquelle Bachar al-Assad ne peut constituer l'issue. Mais notre ennemi en Syrie, c'est Daesh. En réclamant un rassemblement de tous ceux qui peuvent lutter contre cette armée terroriste, François Hollande fait plusieurs annonces, notamment au niveau national. 8500 nouveaux postes dans la sécurité et la justice. La déchéance de nationalité qui devrait être étendue aux binationaux nés français en cas de terrorisme. Le prolongement de l'état d'urgence pour 3 mois et la révision de la Constitution pour permettre au pouvoir public d'agir contre le terrorisme de guerre. Cette révision de la Constitution doit s'accompagner d'autres mesures. Il en va de la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. D'un point de vue international, pour François Hollande, la France va demander au Conseil de sécurité de l'ONU d'adopter une résolution marquant la volonté commune de lutter contre le terrorisme. Une rencontre avec le secrétaire d'État américain John Kerry pour préparer un tête-à-tête avec son homologue américain. Mais aussi se rendre à Moscou pour échanger avec le président russe Vladimir Poutine. Un ensemble de mesures pour détruire et non contenir Daesh, comme le veut le président français. Dernier bilan de ces attentats à ce jour, 129 morts et plus de 350 blessés. Les victimes sont de 19 nationalités différentes. La police française a mené une deuxième vague de perquisitions dans la nuit de lundi à mardi. Les recherches continuent donc pour retrouver le 8e auteur présumé des attentats de Paris. Et pour la deuxième nuit de suite, la France a mené des raids aériens à Raqqa, bastion de l'organisation État islamique en Syrie.
Le Premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan, accompagné d'autres ministres, se sont rendus à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire hier lundi pour présenter à la France les condoléances des autorités du pays et du peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Gabriel Zani. Le monde entier est consterné, les yeux rivés vers Paris, la capitale française, depuis la nuit du vendredi 13 novembre, jour des attentats. Ce lundi matin, à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, Daniel Cablon-Duncan, le chef du gouvernement, accompagné d'un bon nombre de ministres, exprime la solidarité des autorités et du peuple ivoirien à l'égard de toutes les familles des victimes et des blessés des attentats. Le Premier ministre écrit dans ce livre de condoléances des pensées pieuses à l'endroit de toute la France. Une minute de silence est observée. J'ai décidé de venir ce matin saluer l'ambassadeur Georges Serre, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, avec un nombre important de membres du gouvernement et adresser nos condoléances les plus attristées à la fois au gouvernement et au peuple français. Nous souhaitons bien sûr prendre guérison aux blessés et adresser notre compassion aux parents des victimes. Ce mouvement de solidarité intervient après le télégramme envoyé par Alassane Ouattara, le président de la République, pour témoigner de sa profonde indignation face aux tueries. Des tueries qui n'endeuillent pas que le peuple français. Il y aurait 1 ou 2 Ivoiriens parmi les victimes du Bataclan. J'attends d'avoir la confirmation de l'Ivoirien. On a dit qu'un Ivoirien, Ludo, aurait été donc parmi les victimes. Je n'ai pas encore la confirmation. Quoi qu'il en soit, un être, qu'il soit ivoirien, qu'il soit français, qu'il soit d'un autre continent, une perte est une perte. Et nous souhaitons vraiment, de ce côté-là, dire notre solidarité et faire en sorte que les actions conjointes soient menées de manière à pouvoir donc, disons que bannir le terrorisme de nos différents pays. Des phrases, des mots, un soutien qui reconforte les Français. Remercier tous nos compatriotes, tous nos amis qui sont présents. Les remercier d'être là parce que c'est cette expression de la solidarité qui nous fait chaud au cœur. De nombreuses victimes innocentes ont été fauchées par la barbarie du terrorisme. En étant présents ce matin, cela montre la solidarité que tous les pays expriment face à cette barbarie. La Côte d'Ivoire se tient aux côtés de la France. Selon le Premier ministre, face à la terreur, il n'y a rien de plus fort que l'unité dans la pensée et dans les actions. Le Rassemblement des Républicains RDR est également allé transmettre ses condoléances à l'ambassade française en Côte d'Ivoire. Selon le représentant du parti, le monde doit être plus fort pour vaincre les auteurs des massacres. Gabriel Zani. La douleur n'a pas d'âge, mais surtout, elle n'a pas de parti. Ce lundi, à la suite du chef et des membres du gouvernement, une importante délégation du RDR, le Rassemblement des Républicains, exprime sa solidarité à la France après les attaques meurtrières de Paris. Le Rassemblement des Républicains a tenu à s'associer à la solidarité exprimée par le chef de l'État et son chef de gouvernement. Solidarité au peuple français, à tous les habitants de France, et condamner en même temps la barbarie qui tend à s'instaurer à travers le monde. Comme cela s'observe en de pareilles circonstances, les accolades, les messages écrits dans le livre de condoléances, en petits regards de réconfort, ne sont jamais de trop pour justement réconforter. Dans l'actualité nationale, le président du Front populaire ivoirien FPI, Pascal Affi-N'Guessan, félicité pour son attitude démocratique lors du scrutin présidentiel. Il a eu une rencontre avec la représentante du secrétaire général de l'ONU, Aïchatou Mindaoudou. C'est un reportage de Gabriel Zani. C'est à sa résidence de la Riviera Ombadon à Cocody qu'a eu lieu leur première rencontre officielle après l'élection présidentielle d'octobre. C'est dans cette salle annexe où Pascal Affi-N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien, est en réunion avec les membres de la direction du parti qu'il a reçu Aïchatou Mindaoudou, la représentante du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Elle le félicite pour son attitude démocratique lors de la présidentielle, mais les deux personnalités posent sur la table des questions cruciales chères à l'opposition. J'ai également évoqué avec lui
les préoccupations qui sont celles du FPI, qui se rapportent aux prisonniers politiques, à la libération des comptes, qui se rapportent aussi aux exilés et à la libération des maisons. Alors, sur cette question, j'ai rassuré le président du FPI que le gouvernement qui a exprimé sa volonté de poser des actes forts après l'élection présidentielle dans le sens du renforcement de la paix et de la réconciliation nationale pour que le gouvernement, dis-je, puisse prendre les dispositions dans les meilleurs délais. Des points essentiels qu'il faudra développer lors du dialogue politique avec le gouvernement. Pour l'heure, le parti se prépare pour les législatives. Nous avons réaffirmé, Madame la représentante spéciale, notre engagement dans le jeu politique, notre confiance dans le jeu politique. Et cet engagement va se poursuivre à l'occasion des élections à venir, notamment l'élection législative et les élections locales. Et dans ce contexte, nous allons effectivement, dans le cadre du dialogue politique, poser la question du découpage des circonscriptions électorales. Un parti vaincu à la présidentielle qui rebondit aux législatives pour offrir une autre alternative aux Ivoiriens en prenant le maximum de place au Parlement. C'est en somme ce que mijote le Front populaire ivoirien. Parlons football, au titre du deuxième tour des éliminatoires pour le Mondial 2018, la Côte d'Ivoire rencontre aujourd'hui le Libéria en match retour au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La rencontre démarre à 17 h et nous rejoignons maintenant Benson Pierraka en direct du stade. Bonjour Benson. Alors à quelques heures de la rencontre, quelle est l'ambiance déjà sur place? Alors, comme vous le constatez, Awa, nous sommes bien au stade Félix Houphouët-Boigny, le stade Félix Houphouët-Boigny, qui évidemment n'a pas habituel vu que les portes ne sont pas encore ouvertes au public, mais vous le constaterez évidemment sur les images. On s'applique donc à activer les derniers réglages avant d'accueillir cette rencontre importante de football. Les derniers réglages, point de vue bien sûr du terrain et puis bien sûr de la sécurité au volet extrêmement important. Vous avez vu, vous le voyez à l'image, donc un important déploiement donc, de forces de sécurité venu donc encadrer cette rencontre. La rencontre, il faut le rappeler, est donc d'une grande importance. Ne pas négliger l'adversaire doit être le leitmotiv des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est vrai que les éléphants ont battu au match aller les Libériens 1-0 à l'Antoinette Tubman Stadium de Monrovia. Mais il faudra rester concentré parce que si l'on veut aller donc être de la fête de la Russie en 2018, il faut rapidement donc régler ce problème et battre donc les Libériens pour cette deuxième phase. Alors, on va tenter de voir un peu l'ambiance dans les deux QG avec nos reporters. Anne-Marie Nguessan doit se trouver du côté de l'hôtel des éléphants des éléphants de Côte d'Ivoire. Avec elle, peut-être, on va avoir une idée. Alors, on va peut-être trouver d'abord Anja Soukrou. Lui est du côté des Libériens. Alors, je crois qu'il est le premier à être disponible. Anja Soukrou, donnez-nous un peu l'ambiance et quelles sont les dernières nouvelles du côté des Lone Stars du Libéria. Du plateau, donc en compagnie de deux membres importants de cette délégation libérienne. Je suis avec l'entraîneur de l'équipe, James Deba. Comment vous voyez ce match vu que vous avez perdu à l'aller à domicile? Oui, c'est un match très difficile. Bon, sur le papier, la Côte d'Ivoire c'est la meilleure équipe pour le moment en Afrique. Bon, pour nous, on est en train de construire une équipe. C'est un peu difficile, mais ça va prendre du temps. Mais c'est un match difficile pour nous, quoi, je vous dis. Est-ce que vous avez corrigé pour que cette manche retour se... Ils sont jeunes. Deux matchs en 4-5 jours, pour moi, c'est bien pour nous, quoi. Voilà, problème technique. Merci Benson Pierraka, merci Anja Soukrou en direct du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et du QG des équipes. Le match, quant à lui, démarre ce soir à partir de 17 h. Ouverture hier des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau par le Premier ministre. La Côte d'Ivoire perd chaque année 200 000 hectares de son couvert forestier. Les experts vont élaborer un plan de développement stratégique. Il va s'étendre sur les 30 prochaines années. Serge Colléa. De 16 millions d'hectares au début des années 60, la forêt ivoirienne ne représente plus que 2 millions d'hectares aujourd'hui. Chaque année,
La Côte d'Ivoire perd 200 000 hectares de forêt. Le couvert forestier s'est considérablement réduit et fait moins de 13%. Le pays a du mal à assurer un équilibre entre la forêt, la faune et les ressources en eau. Cette dégradation des écosystèmes ne peut plus durer. Il faut inverser la tendance, d'où l'intérêt de ce forum des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources auquel participent plusieurs experts venus du monde entier ainsi que des partenaires techniques. Pour le ministre des Eaux et Forêts, Babo Daré, malgré plusieurs politiques déployées depuis les années 70, la Côte d'Ivoire continue de subir une catastrophe écologique. Il s'agit, à l'occasion de ces États généraux, de se poser la question de savoir comment redonner à la Côte d'Ivoire son couvert forestier et ses ressources en eau. Il faut nécessairement trouver des solutions pour inverser la tendance, car la survie de notre écosystème est à ce prix. Et pourquoi pas la survie de notre pays tout court. Car au rythme auquel notre forêt disparaît, cette dernière risque de ne plus exister après les années 2030. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, la Côte d'Ivoire est confrontée au défi de la protection et de la préservation de ses ressources. La tenue des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau vient donc à point nommé pour aider à identifier dans un cadre concerté les causes de dysfonctionnement dans la gestion de nos ressources naturelles et à proposer des mesures correctives à moyen et à long terme. Il s'agit d'établir les bases d'une gouvernance plus efficiente des ressources naturelles disponibles afin d'assurer leur sauvegarde et leur reconstitution pour le bien-être des populations présentes et surtout aussi des générations futures. 4 jours durant, du 16 au 19 novembre prochain, les experts réfléchiront sur les réponses à adresser aux questions de la forêt, de la faune et de l'eau. À l'issue des travaux, un plan stratégique de gestion durable sera mis en place pour mettre fin au cycle de déforestation et de dégradation du milieu naturel. Une dizaine de fumoirs et d'endroits à risque détruits dans la commune de Cocody. C'est dans le quartier Washington que d'importantes quantités de drogue ont été saisies et plusieurs dealers interpellés. Abou Sanogo. C'est reparti avec l'opération de démantèlement de fumoirs. Commune de Cocody, commissariat du 8e arrondissement. Débriefing fait par le commissaire divisionnaire Kounyemanité, chef du district de Cocody. Conseil d'usage avant de se déporter sur le terrain. Zone choisie, le quartier Washington. Objectif, bouclage, ratissage et destruction de tout endroit susceptible d'abriter des délinquants. Plusieurs éléments du commissariat du 8e arrondissement et de la gendarmerie nationale conduit par le commissaire Oufé Yacinthe investissent ce quartier précaire qui regorge de fumoirs. Des habitations sont vite détruites. Toute la zone de Washington est passée au peigne fin avec l'interpellation d'individus porteurs de drogue et la saisie de faux documents et d'engins volés. Ailleurs, certains sont cueillis dans la broussaille à l'aide de gaz lacrymogènes. Le commissaire Oufouette et ses hommes se sont déportés par la suite de l'autre côté de Washington. À leur vue, un individu prend la fuite. Il se jette dans un ravin, d'autres également. Pendant le ratissage, un fumoir est découvert. Là gît un toxicomane. Il est secouru par les forces. Ce fumoir avec ses baraques de fortune a été détruit. Des individus interpellés, des cachets de cannabis, des objets et plusieurs faux documents saisis. Côté lycée technique, un autre fumoir a été détruit et de la drogue saisie. L'endroit a été assaini par la suite. Cette opération est mise en œuvre par la Direction générale de la police nationale dirigée par l'administrateur général Bredoumbia et pilotée par le commissaire divisionnaire Youssouf Kouyaté, directeur général adjoint chargé des services de sécurité. Chaque année, les accidents et maladies du travail coûtent 3 milliards à l'État de Côte d'Ivoire, avec en moyenne 4 000 accidents. Le ministère de l'Emploi a initié une rencontre pour ratifier et mettre en œuvre les conventions de l'Organisation internationale du travail, et cela en matière de sécurité et de santé au travail. Baraki Sabamba et Moussa Konaté. Les accidents et maladies professionnelles constituent un ralentissement de la productivité d'une entreprise. En Côte d'Ivoire, 4 000 accidents de travail sont enregistrés par an, selon la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Et chaque année, 3 milliards de francs CFA sont déboursés pour les charges de réparation des accidents de travail et maladies professionnelles. Pour remédier à ce problème, un atelier est initié pour la ratification
et la mise en œuvre effective des conventions de l'Organisation internationale du travail en matière de sécurité et santé au travail en Côte d'Ivoire. Cet atelier va permettre autant aux travailleurs, aux employeurs qu'au gouvernement de pouvoir revisiter les différents compartiments de ces instruments juridiques et de voir dans quelle mesure nous pourrions donc les traduire en action. Nous pourrions donc non seulement amorcer un processus de ratification et le soumettre à l'autorité pour une finalisation, mais également que nous puissions déjà développer des dispositifs dans le monde du travail qui soient particulièrement sensibles à la question de la santé et sécurité au travail. La santé et la sécurité au travail contribuent à la vitalité d'une entreprise. Cet atelier répond donc aux besoins de renforcement du système national de santé et sécurité au travail et l'élaboration de programmes stratégiques. Les accidents de travail, les maladies professionnelles, ça impacte négativement sur les ressources humaines. C'est les ressources humaines qui produisent. Il y a encore beaucoup qui reste à réaliser en matière de santé et sécurité au travail pour permettre à un maximum de travailleurs de bénéficier ne serait-ce que d'un minimum de couverture en matière de santé et de sécurité au travail. 40 participants issus de divers domaines d'activité vont échanger sur plusieurs thèmes les 16 et 17 novembre 2015. Une action collective pour promouvoir la santé et la sécurité au travail. 8000 dockers exerçant dans les 2 ports du pays vont être enrôlés pour la couverture maladie universelle. L'opération vient de démarrer et elle va durer 1 mois. L'enrôlement est obligatoire pour l'ensemble des Ivoiriens. Grâce Kando. Les dockers sont des travailleurs qui opèrent dans la manutention portuaire. Ils se chargent de l'embarquement et du débarquement des marchandises. Ils sont 7000 au port d'Abidjan et 1000 au port de San Pedro. Ces 8000 dockers ont décidé de s'inscrire dans le processus d'enrôlement de la couverture maladie universelle CEMU, qui est un système obligatoire de couverture maladie au profit des populations résidant en Côte d'Ivoire. La couverture médicale universelle d'abord est une très bonne chose. Et en tant que directeur général, moi-même, je me suis déjà fait enrôler. Et aujourd'hui, nous avons demandé à l'ensemble des dockers de venir participer à cette opération qui est utile vraiment pour toute la population ivoirienne. L'opération d'enrôlement des dockers s'étend sur 1 mois et se déroule simultanément à Abidjan et San Pedro. Le président a décidé de créer des assurances pour nous aider à mieux nous soigner. C'est une bonne action. À notre corporation, il y avait déjà une autre assurance. Mais il faut dire qu'il y avait une petite inquiétude à notre niveau parce que ça ne prenait pas en charge nos frères, nos cousins qui sont chez nous à la maison et qui sont à notre charge. Donc avec cette assurance universelle, ça va nous permettre de soigner nos frères et sœurs qui sont au village et même qui sont à la maison chez nous et qui ne font rien. Pour rappel, l'enrôlement de la couverture maladie universelle est gratuit. L'opération a démarré le 30 décembre 2014. Elle a lieu dans 149 centres d'enrôlement répartis sur toute l'étendue du territoire national. La Jeune Chambre internationale initie des journées de sensibilisation et de dépistage du diabète, une maladie qui fait de plus en plus de victimes en Côte d'Ivoire, surtout à cause de l'ignorance. Éric Goré et Serge Coléa. Le diabète se caractérise par l'élévation du taux de sucre dans le sang. Cette maladie a des conséquences graves allant jusqu'à l'amputation d'un ou de plusieurs membres du patient. Face au danger que représente cette maladie, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a décrété le 14 novembre de chaque année Journée internationale de la lutte contre le diabète. La Jeune Chambre internationale, à travers sa section Élite Abidjan, permet aux populations de Yopougon de se faire dépister gratuitement. Dépistage gratuit, mais aussi sensibilisation des populations sur les comportements à adopter pour éviter cette maladie. C'est une bonne opération. Il faudrait que tout le monde s'attelle parce que c'est la vie. Cette journée de sensibilisation et de lutte contre le diabète organisée par la Jeune Chambre Abidjan Élite est à sa 5e édition. Le ministère de l'Éducation nationale veut améliorer la gestion des CAFOP et la formation des élèves maîtres. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'urgence de l'éducation de base. Éric Goré et Serge Coléa.
Améliorer la gestion des CAFOP et renforcer la formation des élèves maîtres, les rendre plus performants pour une école de qualité. C'est le défi que veut relever le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique à travers le projet d'urgence d'appui à l'éducation de base financé par la Banque mondiale. Il s'agissait alors de passer en revue toutes les recommandations, de voir les avantages et les inconvénients de chaque recommandation, prendre des options. Ensuite, identifier les textes réglementaires qui peuvent emmener ou bien faciliter la mise en œuvre des activités qui ont été ciblées. Une des réformes majeures de ce plan d'action à moyen terme, c'était la réforme de la formation initiale. Et cette réforme de la formation initiale fait suite à un audit des CAFOP, des centres de formation et d'animation de la formation pédagogique en Côte d'Ivoire, et qui a donné lieu à des constats suivants. Il y avait une absence de référentiel de compétences de l'élève maître. Il y avait également de graves problèmes de gouvernance. Une école plus compétitive passe par des enseignants bien formés. Désormais, 40% de la formation des élèves maîtres sera consacrée à la théorie et 60% à la pratique. Après 2 années de formation, ces élèves maîtres seront évalués par un jury intégrant les formateurs du CAFOP avant leur titularisation. Plusieurs autres réformes sont en cours dans le système éducatif pour un secteur de l'éducation nationale fort. Après 2 semaines de renforcement de capacités en couture et en broderie, 20 femmes et jeunes filles viennent de recevoir leur diplôme. C'est un programme financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Le reportage est signé Ami Sissoko. Ces couturières et ces brodeuses vont désormais s'installer à leur propre compte. Après 2 semaines de perfectionnement en nouvelles techniques de coupe de couture et de broderie, aujourd'hui remise des diplômes et de kits de couture. Ce don de la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, vise un objectif, celui de lutter pour l'autonomisation financière de la femme. La BADEA, de par sa mission de soutien technique et financier aux pays africains frères, continuera à apporter son appui aux efforts déployés par le gouvernement pour le développement de leur pays et le bien-être de leur population. Je suis aussi persuadé que vous, participants, vous ne ménagerez aucun effort pour partager ce que vous avez appris ici à d'autres femmes. Ce projet s'inscrit dans le programme d'assistance technique au profit des femmes dans les domaines de la couture et de la broderie. Et pour la pérennisation de ce programme, le ministre Anne Désiré Oloto invite les bénéficiaires à être un exemple. Sachez apprécier à sa juste valeur cette formation reçue, car elle fera de vous des vraies femmes autonomes, affranchies et indépendantes économiquement. Je voudrais insister sur le bon usage que vous devez faire du matériel reçu, afin qu'il vous profite le plus longtemps possible. Message bien perçu par les bénéficiaires. Notre rêve est devenu une réalité. Dès à présent, nous allons nous mettre à la tâche afin de faire bon usage de ce matériel. Nous sommes prêtes pour montrer tout notre savoir à la population. Ces bénéficiaires au nombre de 20 ont été sélectionnés parmi les anciennes élèves de l'IFEF de Côte d'Ivoire, Institut de formation et d'éducation féminine. En contrepartie, ces bénéficiaires doivent aussi former les promotions sortantes. La commune de Ouagayo, dans le département de Gagnoa, zone centre-ouest du pays, signe une convention d'assistance avec le Bénin. Il s'agit de doter la localité d'un plan stratégique de développement local et d'un plan d'urbanisme directeur. Thérèse Yoboué. 30 millions de francs CFA, c'est le coût de l'étude du plan stratégique de développement local élaboré par le Bénin pour la commune de Ouagayo. Ajoutez à cela le plan d'urbanisme directeur d'un coût de 15 millions. La signature de convention d'assistance entre les deux parties, mairie de Ouagayo et Bénin, va aider l'équipe municipale de Ouagayo d'assurer une maîtrise et un contrôle du développement socio-économique. Pour mener à bien le projet, le Bénin va mobiliser une équipe expérimentée afin de permettre à la mairie de Ouagayo de se projeter dans le futur. Au niveau d'une commune comme Ouagayo, qui a une population
population estimée environ 9 000 habitants. Dans ces 20-30 ans, nous serons autour de 60 millions d'habitants. Alors, ces 60 millions d'habitants, où vont-ils dormir? Où vont-ils aller au marché? Comment gérer les déchets qui vont produire? Où les écoles se feront? Les routes seront faites comment? Autant de questions qui, disons, hantent notre quotidien. Parce que, en tant que gestionnaire de communes, nous travaillons pour aujourd'hui, mais aussi nous travaillons pour les générations futures. Pour le directeur général adjoint de Benet, Kinampara Koulibaly, les résultats des travaux menés par sa structure vont servir de boussole à la mairie de Ouragayo. Quant aux études, elles vont aider à l'élaboration d'un programme pluriannuel d'investissement et de développement afin de résoudre les problèmes de développement de la localité. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité, 20h sur RTI 1. Très bon après-midi.